Les controverses en ligne, elles sont absolument partout. C'est une sorte de tempête quasi permanente dans nos fils d'actualité. On se dit qu'on cherche la vérité, mais nos comportements, eux, révèlent une soif bien plus primitive. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette fascination profonde qu'on a pour le conflit. Voilà la question centrale. Pourquoi est-ce qu'on est si souvent plus attiré par l'affrontement que par la nuance ou la simple vérité factuelle? Pour le comprendre, il faut d'abord regarder à l'intérieur de nos propres cerveaux. Pour commencer à trouver la réponse, on ne va pas regarder la société, mais la biologie. Oui, la toute première pièce de ce grand puzzle se trouve dans la chimie de notre propre esprit. Alors, il faut savoir que notre cerveau possède ce qu'on appelle un système de récompense. C'est un peu le moteur de nos motivations. C'est lui qui nous pousse à répéter les actions qui nous procurent du plaisir, que ce soit manger un bon plat, réussir un projet, ou, et c'est là que ça devient intéressant, entrer dans un débat bien houleux. Ce qui est fascinant, c'est que des régions bien spécifiques de notre cerveau sont aux commandes de tout ça. On a l'amygdale qui gère nos émotions les plus brutes, le noyau accumbens qui fait le lien entre la motivation et l'action, et puis le cortex préfrontal qui essaie de réguler le tout avec la prise de décision. C'est cet équilibre, souvent fragile, qui est vraiment au cœur de notre comportement. Et là, on touche au point crucial. Le simple fait de s'engager dans une confrontation, de défendre son point de vue, ou même juste d'observer un conflit intense, eh bien ça déclenche une décharge de dopamine. C'est un véritable shoot chimique. En fait, notre cerveau nous récompense pour le conflit. Et donc, inconsciemment, on se met à rechercher cette sensation, cette validation biochimique que l'affrontement nous procure. Mais attention, cette chimie interne, elle ne fonctionne pas toute seule dans son coin. Non, elle est profondément influencée par une force peut-être encore plus puissante, notre besoin d'appartenir à un groupe. Alors, passons maintenant du côté de la psychologie sociale. Les sociologues ont des mots pour ça, les endogroupes et les exogroupes. L'endogroupe, c'est simple, c'est nous, notre famille, nos amis, les gens qui pensent comme nous. Et l'exogroupe, eh bien c'est eux, les autres. Cette distinction, elle est absolument fondamentale pour construire notre identité. Cette idée, elle met le doigt sur quelque chose d'assez contre-intuitif. Ce n'est pas seulement le partage de valeurs qui nous unit, c'est aussi, et parfois même surtout, le fait d'avoir un adversaire commun. L'opposition à eux renforce les liens de nous. La théorie de l'identité sociale, elle, décompose ce processus en 3 étapes toutes simples. D'abord, on catégorise. On met les gens dans des cases. Ensuite, on s'identifie à notre camp. Et enfin, pour se sentir bien dans notre groupe, on le compare aux autres en le voyant bien sûr comme étant supérieur. C'est un besoin psychologique vraiment profond. Pour que notre estime personnelle, qui est directement liée à notre groupe, soit positive, il faut que la frontière entre nous et eux soit la plus nette possible. Et là, le conflit n'est plus un accident. Il devient un outil pour maintenir cette distinction et au final pour protéger notre propre identité. Ok, récapitulons. On a donc une prédisposition biologique au conflit et un besoin psychologique de tribalisme. Maintenant, mettez ces 2 éléments dans l'environnement moderne par excellence, Internet, et vous obtenez une véritable poudrière. On entend souvent parler du tribunal d'Internet. C'est une métaphore parfaite pour décrire ces espaces où chacun peut devenir à la fois juge, avocat et bourreau. C'est une forme de justice populaire, immédiate, qui s'exerce sans aucun des garde-fous des institutions traditionnelles. Le contraste est saisissant. La justice formelle, elle repose sur des preuves, un processus, une délibération. La justice d'Internet, au contraire, est instantanée, viscérale. On ne cherche pas vraiment à établir la vérité, mais plutôt exprimer une indignation, à valider son appartenance à sa tribu morale. Cette citation d'Anna Maria Lorusso résume tout ça à la perfection. La logique de la preuve est remplacée par la logique des émotions. L'argumentation rationnelle cède complètement la place à la réaction passionnelle. Ce qui compte, ce n'est plus ce qui est vrai, mais ce qui est ressenti comme juste, ici et maintenant. Et pour ne rien arranger, la technologie elle-même nous enferme. Les algorithmes créent ce qu'on appelle des chambres d'écho, des sortes de bulles où seules nos propres opinions nous sont présentées en boucle. Ces bulles nous protègent peut-être de la contradiction, mais elles renforcent aussi notre conviction d'avoir raison, et en même temps, elles diabolisent l'exogroupe, celui qu'on ne voit plus jamais. Bon, nous voilà au terme de cette exploration. On est parti de l'infiniment petit, la chimie de notre cerveau, pour arriver au plus large, c'est-à-dire la dynamique de nos sociétés numériques. C'est une boucle de rétroaction extrêmement puissante. Notre cerveau nous récompense pour le conflit, notre psychologie nous pousse à former des tribus, et nos écrans créent l'arène parfaite pour que ces 2 pulsions puissent s'exprimer sans aucune limite. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question à se poser, peut-être, la prochaine fois qu'on sentira la colère monter face à un commentaire ou une vidéo. La vraie question n'est peut-être pas qui a raison, mais plutôt pourquoi a-t-on un besoin si profond, si viscéral que l'autre ait tort ?
La réponse, comme on vient de le voir, est loin d'être simple, et elle se trouve autant en nous que dans les outils qu'on utilise chaque jour.